casque qui me lâche et je parle dans le vide. Alors, on continue cette émission, bien évidemment. On va parler coopération à présent. Le général Doumbouya qui part à Kigali, Jacques Léo-Aleno. Oui, le micro, voilà, c'est bien. Alors, on a vu le communiqué hier, hein, le général Doumbouya qui va à Kigali après la visite à Conakry du président rwandais Paul Kagame. Oui. Visite au cours de laquelle on a inauguré le pont de Kagame qui porte désormais son nom. C'est donc un axe de coopération que finalement les deux chefs d'État sont en train de développer. Oui. Et si vous voulez, Doumbouya est en train de concrétiser ce que Alpha Condé avait commencé, parce que pendant les régimes précédents, le Rwanda et la Guinée n'étaient pas, si vous voulez, des pays qui avaient des liens de coopération. D'ailleurs, tous les pays de l'Afrique centrale, à part la RDC pour l'histoire, et puis le Congo-Brazzaville, les autres pays n'ont pas comme ça de relations véritables avec la Guinée. C'est le cas par exemple du Cameroun, on se sentirait très proche, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de représentation diplomatique de la Guinée par exemple de ce côté, ni de la représentation diplomatique du Cameroun par là. Donc en 2016, Paul Kagame vient en Guinée et donc lui et Alpha Condé décident de développer ces liens de coopération autour de plusieurs axes, notamment comment on appelle ça, les technologies, l'environnement, l'agriculture, la sécurité. Et à cette occasion, je crois, il y a un ambassadeur du Rwanda qui va être nommé, et donc à Conakry ici. Ouais. Mais pour la Guinée, on a attendu le coup d'État, donc avec l'avènement du général, pour que finalement on puisse relancer ces liens de coopération. Kagame donc part de la Guinée, et puis de quelques jours après ou quelques mois après, on inaugure l'ambassade de la Guinée à Kigali, avec la nomination d'ambassadeur, la prise de fonctions, et finalement l'axe s'est établi. Aujourd'hui donc, on est en train de voir sur quels axes finalement cette coopération va être bâtie. Est-ce qu'on reste toujours dans le cadre des accords signés en 2016 entre le gouvernement Alpha et le gouvernement Kagame, ou les options ont changé, les stratégies ont changé? On sait par exemple que sur le plan sécuritaire, le Rwanda est en train de se déployer en Afrique comme la France, les États-Unis se déploient en Afrique aujourd'hui. Vous avez le Rwanda qui est présent au Mozambique pour appuyer ce pays sur le plan sécuritaire. Vous l'avez également du côté de la Centrafrique. La Centrafrique, vous savez, après les Français, c'est la Russie qui est venue. C'est à partir de là même on a commencé à parler de la présence de Wagner, qui était considérée comme une milice assez dangereuse. Et maintenant, on a commencé à développer une coopération sud-sud avec donc le voisin du Rwanda. Le Rwanda qui envoie donc ses soldats du côté de la Centrafrique pour apporter, n'est-ce pas, de la sécurité dans ce pays. Mais également au Bénin. Au Bénin, on m'apprend d'ailleurs que là-bas, non seulement ils interviennent sur le plan dans la lutte contre le terrorisme, mais également appuient la garde présidentielle béninoise. Donc vous voyez jusqu'à quel niveau le Rwanda est en train de se déployer. Bon, nous n'avons pas ce type de problème sécuritaire, même si il y a un impératif de sécurité nationale ces derniers temps, mais nous n'avons pas les mêmes problèmes que ces pays que je viens de citer, parce que la Centrafrique, c'est une guerre, et puis le Mozambique a connu aussi des difficultés, puis le Bénin, c'est le terrorisme qui est parti du Nigeria et du Niger voisins, pour parler donc des voisins immédiats. Donc aujourd'hui, on se pose bien des questions si ce pan va être privilégié. Et sur le plan diplomatique, ça on le sait, le Rwanda l'avait fait avec beaucoup de pays.
À l'occasion donc de l'arrivée de Kagame en 2016, ça a été aussi matérialisé avec le professeur Alpha Condé. C'était de supprimer les visas entre la Guinée et le Rwanda. Donc si vous devez partir d'ici pour le Rwanda, vous n'avez pas besoin de visa. Il en est de même pour ceux qui quittent là-bas pour venir dans notre pays. Et pour la plupart des pays d'ailleurs, Kagame l'a fait, mais c'est une politique. Il y a Visite Rwanda déjà qu'il a fait avec le monde entier et ça fait une grosse publicité. Je sais pas, moi, comment on le dit déjà, ça s'ouvre d'une certaine façon. Et on donne les facilités aux autres nations, notamment les nations africaines, pour aller visiter, n'est-ce pas, ce pays qui est en train, qui se fait un nom sur le plan technologique, mais également sur le plan environnemental. Parce qu'à l'époque, je me rappelle de ceux qui se disaient on veut que Conakry ressemble à Kigali. Donc, sur le plan de la propriété, beaucoup de villes africaines. Parce qu'ils ont quand même réussi dans le côté gestion de déchets plastiques. Gestion de déchets, c'est vraiment une réussite. Pour Kigali, c'est une ville vraiment propre. Donc, voilà, ça c'était l'ambition du gouvernement Alpha. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque le problème demeure toujours, l'insalubrité est toujours là, est-ce que c'est quelque chose qui va être privilégié par le gouvernement, la transition? Grosse question. Ce qu'il faut dire, il ne suffit pas seulement de signer des accords. Il faut pouvoir agir concrètement sur le terrain. Je pense que pour la propriété à Kigali, on n'a pas décrété ça. On a travaillé sur comment on appelle ça, on a investi, mais les populations ont compris la nécessité de le faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là-bas, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un ne jette pas un sachet d'eau par terre. C'est déjà dans la tête de tout le monde que ça ne se fait pas. Que c'est comme faire un certain nombre de choses que nous considérons comme des interdits. Même au Sénégal à côté, les gens ne jettent plus les déchets dans la rue. Même, vous voyez, même à Freetown, je ne dis pas toute la ville, mais si vous regardez les côtes, c'est vraiment propre. La différence, la différence entre le Rwanda et les deux autres pays que vous citez, c'est que le Rwanda, c'est un acquis total. Non, c'est un acquis total. Sur le pays. Total, au Sénégal, certains quartiers, dans les quartiers UP, vous ne pouvez pas vous le permettre. Il y a bien évidemment des bidonvilles, tout comme à Freetown, mais le Rwanda, c'est vraiment un modèle réussi. Parle dans le micro. Le Rwanda, c'est vraiment... Je veux bien regarder Jacques parce qu'il a bien un bon... Oui, mais dans ce cas, tu transportes ton micro avec toi. Voilà. Fallo au Rwanda, c'est vraiment un modèle très réussi dans le domaine de la propriété de la ville. Si tu finis, si je peux bien reprendre la parole. Alors, je voulais terminer par finalement le plan politique. Il prend aujourd'hui Kagame, parce que c'est pas le premier président quand même à visiter la Guinée depuis la prise du pouvoir par l'armée. Il y a Alassane Ouattara et puis Nana Akufo-Addo qui ont été les premiers à fouler le sol de Conakry. Mais eux, c'était pour obtenir 6 mois de transition. Ça n'a pas marché, ils sont partis. Ambalo est venu après, il y a eu des discussions et quand il est reparti, on a vu ces sorties chaudes, musclées de Amara et de Bernard Goumou. Quelques jours après, bon, ça s'est calmé un peu et puis finalement, Madabio, oui, lui, c'est ami avec Conakry puisque Doumbouya y est allé pour quelques heures et puis lui aussi, il est venu. Son vice-président est très proche en tout cas de Conakry, même si politiquement, c'est pas la même vision. Mais Kagame, c'était vraiment une visite de travail à Conakry. Donc, et il le prend quelque part comme un mentor, même si cela ne se dit pas officiellement. Maintenant, est-ce que il va suivre son chemin? C'est là la grosse question à se poser. C'est le général. Alors cette visite était déjà prévue depuis l'arrivée du président Kagame ici. Je me souviens très bien, je crois que c'était aux alentours de... En tout cas, c'était en avril. On comprend mieux la demande d'absence du ministre des Affaires étrangères qui devait se rendre au Rwanda. C'était en avril 2020. Oui, il a transité par là avant d'arriver. Ça, c'est un autre aspect. C'était en avril 2023, exactement, entre le 19 ou le 23, je crois, c'est les deux dates, que le président rwandais était venu en Guinée. Et au cours de cette visite, je crois, il y a eu plusieurs accords qui ont été signés. Et au cours de ces accords, le président rwandais avait invité
le général Doumbouya, alors colonel, a une visite au Rwanda. Je pense que c'est cette visite, je dis bien alors, mon français est clair. Je dis le général Doumbouya. Il n'y a pas le feu au lac. On n'a rien dit là. Il n'y a pas le feu au lac, allez. Grande gueule. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Pourquoi tu es frileux ce matin? Ouais, mais parce que la Guinée m'énerve à cette canne. Et donc, pour revenir un peu au sujet, il avait été à l'époque institué que le président avait pris un décret qui créerait une raffinerie d'or en Guinée et le Rwanda, bien évidemment, devait participer dans le capital de cette raffinerie. Donc, je pense que c'est un peu dans ce cadre-là, dans ces séances de travaux que le président finalement va matérialiser. Et entre-temps, entre la visite du président Kagame et la visite du général, il y a eu quand même plusieurs visites de plusieurs ministres guinéens, notamment Ousmane Gawal et bien d'autres qui sont allés Ousmane Gawal dans le domaine du NTIC et je crois aussi des chefs de corps. Des ministres. Il y a une dame, je ne sais pas si c'était la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui a également séjourné ici en Guinée. La francophonie. La francophonie. Massikiwabo ou un truc qui voilà, c'est ça. Qui était Louise, c'est bon. Elle était venue... C'était en mission de l'OIF. L'OIF, elle était venue ici. Mais entre-temps aussi, ce qu'on apprend, c'est que des responsables de l'armée avaient fait des va-et-vient entre le Rwanda et Conakry pour un échange de formation parce que le Rwanda est très poussé dans le domaine sécuritaire. Donc, en gros, un peu, c'était une visite prévue qui se concrétise. Attendons de voir ce qui va être matérialisé là-bas. Bien. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un peu comme le scénario père fondateur et fils continuateur. Alpha Condé, on se rappelle bien, en 2016, quand il a dit « Je n'ai aucune gêne à reconnaître que le Rwanda est mieux géré que la Guinée. Nous devons nous en inspirer. » Il a dit cela quand il a pris la parole. Et je crois qu'aujourd'hui, il a balisé le chemin. Il a initié, il a ouvert le chemin entre Conakry et Kigali. Et aujourd'hui que le général de corps d'armée se mettent dans cette dynamique et renforcent davantage. Sauf que quand on observe de très près un peu, voyant un peu, parce qu'on n'est pas aussi... il nous est pas interdit de faire des rapprochements. Quand on prend Kagame, il faut s'inspirer de sa gestion. Est-ce qu'il faut s'inspirer du fait qu'il soit venu et qu'il soit resté tout ce temps? Faut-il s'inspirer de cela ou faut-il s'inspirer de la gestion même de la nation avec tout ce qu'on sait? Parce que Jacques a brillamment rappelé tout à l'heure les actes de coopération, parce qu'avec Alpha Condé en 2016, c'était 7 axes de coopération, notamment dans le cadre de la santé, de l'environnement, de la sécurité, entre autres. Et aujourd'hui, c'est bien qu'on dise qu'on veuille s'inspirer du Rwanda. Vous savez quand même qu'il n'y a pas de pays identique. Il n'y a pas de pays identique, vraiment identique, pour dire que les réalités qui sont en Guinée peuvent être transposées dans un autre pays et que ça marche forcément. Tout comme des réalités... Oui, s'inspirer après, adapter à la réalité. C'est ça que je dis, je suis en train de développer. Oui. On ne peut pas dire qu'on va prendre in extenso les réalités rwandaises et les transposer directement en Guinée et que ça marche forcément. Donc, c'est l'adaptation, comme vous l'avez dit. Ça dépend des moyens qu'on va y mettre. Les moyens qu'on va y mettre, mais on ne fera pas des Guinéens, des Hutus, des Tutsis quand même. L'objectif, c'est pas ça. Ce n'est pas une implantation médicale d'Aouda quand même. Écoute, je ne crois pas que tu... On dit que tu es frileux ce matin. Et le Syrie national va gagner quand même de toute façon. Bon. Alors, je disais que c'est l'adaptation. Et cette adaptation, c'est aussi l'adhésion. Parce que on peut bien vouloir des plus belles choses. L'adhésion à quoi? L'adhésion aux initiatives, aux idées même. L'adhésion du peuple à ces idées. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout vouloir. Vous voulez parler du peuple de Guinée? Bien sûr. Ah, ok. Je vais bien parler du peuple de Guinée. C'est l'adhésion du peuple à ce qu'on voudra
imposer à la Guinée ou transposer ou proposer à la Guinée. Parce que peut-être que si on quitte l'étape de proposition, on va aller à l'étape d'imposition, mais il faut bien aussi que cela soit en harmonie avec nos réalités. Oui. Et si on le veut bien, c'est bien vrai que le Rwanda aujourd'hui, c'est Kigali, on dit c'est la capitale la plus propre en Afrique. Mais nous avons nos problèmes ici, nos problèmes de mentalité. C'est vrai, sur la question. Oui, mais Madame Hiro, sur la question de la mentalité, je vais juste raconter une anecdote qui est une bonne amie à moi, je ne vais pas dire son nom, qui était allée à Kigali récemment et qui était assise dans un restaurant et qui a ouvert le sucre, les sucres longs là, dans les sachets. Et elle a mis son sucre dans le café, elle a plié, elle pensait que la poubelle était pas loin, elle jette sa tombe. On ne lui dit pas ramasse, et tout d'un coup, il y a une vieille dame qui se lève là-bas à côté, et qui se lève, qui prend, qui met dans la poubelle. Quelle honte, hein? Ouais. Donc, il y a ce problème. Aujourd'hui, ce n'est pas dit que les autorités ne font pas d'efforts, par exemple, dans le cadre de l'insalubrité dans notre pays, à Conakry particulièrement, les efforts sont déployés. Mais c'est que les efforts qui sont déployés, c'est que la dynamique du peuple ne suit pas. On propose des initiatives, notamment d'assainissement, mais la dynamique du peuple ne suit pas. Le peuple se montre indifférent des initiatives qui sont... Il faut l'impliquer. Cette implication... Ça se fait, ça se construit. Il faut aller vers les personnes, il faut leur parler, il faut leur dire que quand vous faites ça, voilà ce que vous encourez. Et vous pensez qu'on ne parle pas au peuple par rapport à ces initiatives? C'est toute une... On ne parle pas. Voilà. Il n'y a pas de campagne de sensibilisation dans ce sens. Non, si les autres pays l'ont réussi, c'est parce que les citoyens ont compris qu'on ne jette pas des ordures dans la rue. Je ne suis pas d'accord qu'on dise qu'il n'y a pas de communication dans ce sens. Vous voyez une belle voiture. Je ne peux pas être d'accord avec cela. Hiro, ce n'est même pas de la sensibilisation, c'est de l'éducation. C'est-à-dire que ça commence tôt et ça dure toute la vie. Je suis d'accord avec vous, nos autorités n'ont pas compris comment intégrer les populations à cet idéal-là. Ça s'est détraqué après la prise de pouvoir par l'armée. Tu en conviendras avec moi que Conakry n'était pas comme ça. Moi, je me souviens que quand j'étais tout jeune, ici à Conakry, on savait tous les jours de passage, notamment des gens de l'environnement. Ça se contrôlait, tu le sais très bien. Dans une concession ou aux alentours d'une concession, on trouvait des détritus. Mais vous vous expliquez, il y avait des amendes. Justement. Mais en dehors de ça, c'est quelque chose qui s'apprend au quotidien. À l'école, où les enfants avec vos enfants même, avec vos enfants dans votre voiture, par exemple, qui finissent de manger un biscuit et qui veulent baisser la vitre. Ça commence là. Si je peux terminer rapidement. Si je peux rapidement terminer, Mohamed Mara, tu vas reprendre la parole. On n'en produit même pas. En fait, tout est question d'abord d'organisation, de vision et d'organisation. Je vais rapidement terminer. Tu vas développer. Je vais rapidement terminer. Il y a aujourd'hui, par exemple, les bacs à ordures qu'on dépose au bord à tous les coins de rue. Les bacs à ordures sont là. Vous avez vu la communication à outrance, par exemple, si je peux me permettre le terme, dans la commune de Ratoma. Quand le maire de la commune de Ratoma, par exemple, a dit qu'il y a désormais des sanctions contre des citoyens qui ne respecteraient pas ou qui ne s'abonneraient pas auprès des PME. Vous avez votre voisin, vous êtes abonné à une PME. Oui. Votre voisin, deuxième, troisième voisin ne s'abonne pas. Profite juste du couloir entre vous pour déverser les ordures, les déchets ménagers à ce niveau. Vous allez dire qu'on n'a pas communiqué à ce niveau. Quand on vous demande de vous abonner auprès des PME, on passe dans les quartiers, on fait des sensibilisations. Les sanctions doivent suivre. Voilà. Les sanctions doivent certes suivre, mais est-ce qu'on doit toujours s'attendre ou on doit toujours exiger des sanctions? Oui. Justement, non, si ça marche ailleurs, c'est parce que on ne doit pas toujours exiger. Elle est là au-dessus de tout le monde. On ne doit pas toujours exiger des sanctions. Si. Regardez aujourd'hui. On ne doit pas toujours exiger des sanctions. Prenez les passerelles qui sont construites. Les passerelles qui sont construites à travers le pays. Je vais terminer s'il vous plaît rapidement. Vous aurez le temps. Même en Europe, écoute-moi, je vais te dire, même en Europe, même les pays les plus censés être civilisés,
la sanction pécuniaire, elle est là pour permettre à je n'ai pas dit de facto qu'il ne doit pas y avoir de sanctions. Il faut exiger. Vous avez coupé ma phrase. J'ai dit, on va voir. J'ai bien dit, si vous m'avez suivi, j'ai dit, ça ne doit pas être qu'on exige toujours la sanction. Mais justement, c'est ce qui n'est pas. Non, ça ne doit pas être toujours. Mais si ça persiste. Non, ça ne doit pas être toujours. Si ça persiste. Nous devons aussi intégrer les bons comportements. Nous devons nous-mêmes exiger, intégrer des bons comportements. Si tu permets, un exemple tout banal. En Europe, par exemple, le permis, on peut vous retirer des points. Selon les infractions que vous commettez. Je suis bien d'accord. On retire parce que vous n'avez pas compris. Et là, ça veut dire que la sanction, elle est là. Je n'ai pas dit que la sanction ne doit pas exister. Je n'ai pas dit que la sanction ne doit pas exister. Je ne l'ai pas dit. Mais nous ne devons pas dire qu'il faut forcément des sanctions pour que les comportements changent. Il faut des sanctions. Non, vous ne pouvez pas me dire... Je n'ai pas dit forcément des... Toi, par exemple, tu décides de t'abonner. Comment je vais vous expliquer? Non, c'est que je vous dis, il ne faut pas qu'on dise qu'il faut forcément des sanctions. Il faut forcément des sanctions. Non. Dans un pays, il faut des sanctions pour ceux qui ne comprennent pas. Parfois quand même, parfois on n'a pas forcément besoin de sanctions. Parfois on n'a pas forcément besoin Non, attends, je vais terminer parce que tu ne m'écoutes pas. Je dis parfois. Quand je dis parfois, ça ne veut pas dire que c'est le cas général. Ça ne veut pas dire que c'est le cas facto. Je veux bien comprendre ce que tu dis. Je vais terminer rapidement. Mais tu n'arrives plus à terminer. Non, parce que vous ne voulez pas m'écouter. Voilà, je n'ai pas dit de facto. J'ai dit parfois, on ne doit pas forcément attendre que ce soit des sanctions pour nous mettre sur des rails. Regardez les passerelles. On investit beaucoup d'argent pour construire des passerelles, mais après, ceux pour qui ces passerelles sont construites ne l'utilisent pas. Et ce qui se passe, on est obligé de revenir derrière, investir d'autres fonds pour aller mettre des trucs. Je crois que tu prends des mots. Non, vous prenez des mots dans ce que je dis sans suivre mon développement. Suivez mon développement, vous comprendrez. Les passerelles dont tu parles, à Coloma, il y a une petite fille qui s'est fait écraser par un camion parce qu'elle n'a pas voulu emprunter la passerelle. Qu'est-ce qu'il faut pour que les gens montent sur la passerelle? Il faut mettre des gens, il faut arrêter des gens, il faut les sanctionner. Ce que je suis en train de dire là, ce que je suis en train de dire, je ne parle pas du rôle. Je ne parle pas du rôle de la même chose. Je ne parle pas, non, je ne parle pas du rôle que doivent jouer les forces publiques. Je ne parle pas du rôle que doivent jouer les forces publiques. Je parle plutôt des attitudes à intégrer par le citoyen lui-même. Je dis, le citoyen ne doit pas toujours attendre que ce soit des sanctions qui lui fassent changer de comportement. Parfois, le citoyen doit se dire, voilà, ça a été fait pour ma sécurité. Je n'ai pas besoin qu'on prenne de fouet pour me suivre. Je ne parle pas là des forces publiques. Je parle de ce que le citoyen lui-même doit intégrer, et cela de façon sans pression sur lui-même. Bien. Parce que lorsqu'on dit sanction, la sanction, quand on parle de sanction, ce sont des forces publiques. Mais lorsque moi-même, je dois dire que ça, je ne dois pas le faire. Ça ne doit pas être comme ça que je dois me comporter. Ça, je n'ai pas besoin de sanctions pour cela. Si tu ne le fais pas. Non, ben, my God. Comment voulez-vous que je vous parle? Le problème. Parce que vous transportez, vous êtes en train de transporter Ilexenso sur les forces publiques, alors que nous avons notre rôle à jouer. Le citoyen a son rôle à jouer. Parmi nous, parmi les citoyens, il y en a qui n'obéissent pas. Voilà, exactement. Il faut appliquer la loi. C'est à eux là, je dis, n'attendez pas qu'on vous sanctionne. Changer de comportement. Le message est passé. Voilà. Ce que je veux dire en une minute, c'est que Daouda veut faire la différence entre l'ordre naturel des choses et ce que l'État ou la force publique doit pouvoir corriger, parce que tout simplement, il y a la récalcitrance. Oui. Nous sommes du côté de la récalcitrance. L'ordre naturel de la chose vient de l'éducation naturelle. Dans la maison, il y a des enfants qui sont très bien polis, qui n'ont pas besoin d'être fouettés pour aller faire leurs devoirs.
Et il y en a d'autres qui refusent de faire le devoir. Il faut qu'ils mettent la pression. Pourtant, tous les enfants vivent dans le même environnement. Ouais. Et donc, je veux dire qu'en catégorisant ainsi... Moi, je pense qu'il faut comprendre le raisonnement de je veux finir. Oui, parce qu'en fait, en réalité... Permets qu'il finisse, s'il te plaît. Allez-y, Roby. Très rapidement. Daouda voulait aborder un champ dans son discours. Les micros s'ouvrent et se ferment par là. Tu n'as pas besoin de... Oui, les autres finissent, après on te donne la parole. Allez-y. Il parlait des passerelles. Il parlait des passerelles et d'autres investissements. Je veux bien comprendre qu'il parle des espèces de guérites qu'on met au bord des passerelles pour ne pas que les gens passent. Ça, c'est une autre forme de sanction. Si vous ne respectez pas la passerelle, on vous met la distance longue pour vous permettre... Il y en a qui sont prêts à parcourir cette distance sans utiliser la passerelle. Alors, à partir de ce moment-là, s'il y a des citoyens comme ça qui existent, bien évidemment, il faut prendre les sanctions contre eux. Évidemment. Voilà. Bien, allez-y, Mohamed Ali. Je comprends Daouda dans sa dimension de la répression ne doit pas être la première mesure envisageable. Ce que j'ai compris dans ce qu'il est en train de dire. Il ne faut pas mettre la sanction devant. Il faut amener les citoyens à ne pas attendre qu'il y ait sanction. Parce que si vous êtes obligé de mettre un policier à côté des passerelles pour que quelqu'un l'emprunte, le jour où il vient, il ne trouve pas de policier, il va tenter de traverser sans prendre les passerelles. Donc il faut l'inculquer. C'est ce que Mara disait. Il faut de l'éducation, de la sensibilisation pour un changement de comportement. Au-delà de la sensibilisation, il faut de l'éducation. C'est ce qu'il a dit. Et je pense que ça doit commencer à la maison, à l'école et partout. Ça, c'est le citoyen nouveau qu'on a envie de créer en République de Guinée. Sinon, nos réflexes ne nous permettent pas de ne pas transgresser par un sachet d'eau sur les goudrons. Rapidement, chacun de nous le fait à un moment donné, consciemment ou inconsciemment. C'est parce que c'est comme ça. Pas chacun donc, je comprends. Non, chacun de nous, madame. Non, moi, je ne le fais plus. Depuis plusieurs années. D'accord, plus, mais vous l'avez fait. Oui, quand tu dis chacun de nous le fait. Heureusement que vous vous en êtes sorti. Il faut décider de ne plus le faire. D'accord. Ah, donc tu le fais encore? Moi? Oui, je le fais encore, madame. Malheureusement pour vous, je le fais encore. Je dis consciemment et inconsciemment, je le fais. Je suis obligé d'être honnête. Vous voulez que je mente? Oui, mais tu n'es pas obligé, en fait. Vous m'avez demandé, il ne fallait pas me poser la question à savoir, madame. Oui. C'est comme si vous me demandez quel est mon avis sur l'excision. Je vous dis, moi, je suis pour, je ne suis pas contre. C'est mon avis. Je vis avec des gens. Pardon. Voilà, oui, je vous donne ma position des faits. C'est en direct. Ouais. Ne me posez pas de questions si vous ne voulez pas trouver des réponses. Parce que moi, je vis avec des gens qui savent, qui connaissent mon comportement. Et ils m'écoutent en ce moment. Si je leur dis le contraire, ils savent que je mens. Donc, ils savent que je le fais. Et donc, je parviendrai un jour à ne pas le faire. Est-ce que tu sais que tu peux changer? Tu peux décider de ne plus jeter les ordures dans la rue? Tout le monde peut décider. Le jour où on commencera à me mettre des amendes, je vais arrêter de jeter des ordures. Ah, donc tant qu'on ne te mettra pas d'amende, tu n'arrêteras pas? Ah bon? Exactement. Donc tu attends les amendes pour changer de comportement? Un modèle, oui. Ça vous choque? Pourtant, c'est la réalité. Beaucoup de Guinéens sont comme ça. C'est ce que je suis en train de vous dire. Vous ne comprenez pas. En réalité, quand je parle de Mohamed Ali n'est pas tout seul. Je suis un Guinéen modèle. Et le Guinéen modèle attend toujours qu'il soit... Non. Oui, le Guinéen modèle, maintenant là, attend toujours qu'il soit sanctionné pour prendre certaines initiatives. Pas moi, en tout cas. Hein. C'est ce que je suis en train de dire. Ouais, vous n'êtes pas un Guinéen modèle, peut-être. Donc, je comprends Daouda dans le sens ça. Si vous ne voulez pas être choqué par mes réponses, ne me posez pas des questions. Personne qui est choqué, Mohamed Ali, dans ce studio. Alors, ne soyez pas étonnés. Et on est dans un débat et on a le droit de se poser des questions de gauche à droite. Posez, je suis prêt à répondre. Ben voilà. Roby, allez. On va lui permettre d'aller au bout Donc, de je comprends Daouda dans la mesure où bizarre. c'est vrai, il ne faut pas mettre la sanction tout de suite. La sanction doit être dissuasive. Il faudrait que le citoyen sache que s'il le fait, eh ben, il pourra s'exposer à des sanctions, mais il ne faut pas le faire peur par la sanction. C'est comme ce qu'on reproche à ceux qui nous ont, dans les temps, appris le Coran. On les reproche souvent de nous dire toujours ce que la colère de Dieu peut s'abattre sur toi. Tu ne peux pas entrer au paradis si tu fais ceci. On n'explique pas forcément ce qui fait qu'aujourd'hui, et certaines reprochent cette méthode d'enseignement. Et je pense que c'est la même chose aussi dans le système éducatif. Pour revenir sur la coopération Guinée-Rwandaise ou Conakry-Kigali. Malheureusement pour moi, depuis une dizaine d'années, je trouve que c'est une coopération des dirigeants. Ce n'est pas une coopération de peuple. En fait, nos dirigeants sont admirateurs du dirigeant de Kigali.
de Rwanda, de Paul Kagame. Alpha Condé l'aime bien, il l'inspire. Mamadi Doumbouya qui arrive l'aime bien, il l'inspire également. Sinon, je sais qu'il y a quelques années, je pense vers 2019-2020, je me suis amusé à chercher une opportunité au moment où on parlait effectivement, où Alpha Condé venait de succéder à Kagame à la tête de l'Union africaine. Je cherchais une opportunité, je cherchais à savoir si on voulait aller faire des études à partir de la Guinée au Rwanda, qu'est-ce qu'on avait. Parce qu'on savait que le système éducatif du côté de Rwanda, c'est assez appréciable sur le plan africain. Alors, si un Guinéen veut aller au Rwanda faire des études, qu'est-ce qu'il faut faire? Jusqu'à présent, je trouve que rien n'a changé en fait. C'est toujours les mêmes difficultés. C'est la croix et la bannière en même temps. Donc, du coup, je trouve qu'il y a une collaboration, il y a des rencontres, il y a des voyages des dirigeants, il y a des déclarations publiques de part et d'autre. Mais le seul dirigeant qui sait ce qu'il fait, c'est Paul Kagame. Lui, il a son objectif, il sait ce qu'il est en train de faire, il applique la même politique à tous les dirigeants africains. Mais nous, malheureusement, nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce que nous attendons effectivement du Rwanda, parce que de cette coopération, tangiblement, je ne vois pas ce que la Guinée a obtenu jusqu'à présent. Sauf que j'ai peur que le Rwanda ne devienne une base arrière pour nos dirigeants politiques qui bâillonnent le peuple, qui bâillonnent les médias dans leur pays. Et ça, c'est déjà un problème. Parce que c'est pas un modèle. C'est pas un modèle. Non, sur ce plan, non, il y a beaucoup de domaines où Kagame, c'est pas un modèle. Hein. Aujourd'hui, on peut être content quand vous arrivez à Kigali. Modèle économique avancé et tout, mais modèle démocratique... Il y a beaucoup de domaines où Kagame, c'est pas un modèle. Et je ne souhaiterais pas qu'on calque ces modèles-là de Kigali. Et j'ai l'impression que c'est ça. Moi, rien ne me dit aujourd'hui que notre président ne se sent pas fort du soutien de Kigali. Vous avez eu des présidents démocratiquement élus qui, soi-disant, sont des modèles. Vous êtes dans un pays où la paupérisation du peuple s'accroît. Et vous avez des présidents que vous dites qui ne sont pas des modèles, je suis bien d'accord avec eux à cause de leur passé de rébellion, etc. Et peut-être leur longévité au pouvoir, mais qui ont un pays qui prospère. Allez-y faire la comparaison. Tout comme il y a aussi des présidents démocratiquement élus qui sont des modèles à la fois sur le plan démocratique et du développement de leur pays. Merci pour la réponse. Oui. Donc je suis en train de dire qu'il ne faudrait pas que le Rwanda serve de base arrière à nos dictateurs de la Guinée, entre guillemets. Je suis en train de dire que Kagame était en pleine coopération avec Alpha Condé quand celui-ci a décidé de faire un 3e mandat. Kagame n'a pas fait une seule déclaration. Il n'a pas fait un seul voyage, ne serait-ce qu'il n'a pas été aux côtés du peuple de Guinée à une seule minute. Il n'a rien dit jusqu'à ce qu'Alpha Condé ait fini de réussir ce qu'il a réussi. On peut dire que ce ne sont pas ses oignons parce qu'il n'est pas guinéen, il n'est pas obligé. Mais si c'est quand même une coopération pour le peuple, on l'aurait entendu. Mamadi Doumbouya, quand il est venu, aujourd'hui, avant il ne sortait pas. Mais depuis qu'il est allé en Turquie, et ça aussi, on peut confirmer ou pas, par les biais de Kagame, il a beaucoup d'entrées politiques maintenant. Et je pense qu'il est fort de ça. Et pour moi, c'est indéniable que le modèle politique de notre président, c'est Paul Kagame aujourd'hui. C'est pourquoi je ne serais pas étonné si jamais, à ce niveau général, il démissionnait de l'armée et puis il devenait tout simplement un président civil. Il tentait de continuer. Ça ne m'étonnerait pas parce que c'est lui qui est capable de lui mettre une pression de ce genre. Paul Kagame, par exemple, ne le fera tout simplement pas parce que lui-même, il a montré ce modèle-là. On privilégie un axe par rapport à un autre et c'est bien dommage. Donc en gros, cette coopération Kigali-Conakry, pour moi, ce sont les dirigeants qui se rencontrent. C'est entre eux, c'est eux qui coopèrent pour leur bien-être. Les peuples n'en gagnent absolument rien du tout. Alors, même Mohamed Mara, ça ne fonctionne pas. Mohamed Mara, cette inquiétude, on le disait tantôt, inspiration par rapport au fait que Kigali soit la capitale la plus propre, développement économique et tout, mais est-ce que on pourrait craindre, par exemple, que l'actuel général puisse s'inspirer de Kagame en matière de longévité au pouvoir? Craindre, ce stade est dépassé. Moi, je pense que le président du CNRD a déjà bypassé il y a très longtemps son engagement primaire de prendre le pouvoir pour le peuple et de lui rendre, après avoir posé rapidement des bases. Il avait promis qu'il le ferait de manière inclusive, que les Guinéens se parleraient, les Guinéens se réconcilieraient, et ainsi de suite. Non, il est très loin de là. Aujourd'hui, il est plutôt dans l'optique d'un exercice de pouvoir pour lui.
et pour ceux qui sont avec lui. C'est cela la réalité aujourd'hui. Et il a réussi à museler la classe politique. Aujourd'hui, soit vous vous alignez, vous êtes un visiteur nocturne des lambrins dorés des palais la nuit, donc un visiteur nocturne, soit vous êtes harcelé par la justice ou pour d'autres raisons et vous quittez le pays. C'est cela la réalité aujourd'hui. Maintenant, quand vous regardez les modèles qui s'est choisis, au départ, ceux sur lesquels il semblait s'appuyer sont tous des présidents civils. C'est le cas par exemple du président Alassane Ouattara. Après sa visite en Guinée, c'est pas là qu'il faut voir. D'abord pourquoi c'est lui qui a été désigné. Ça, on se souvient, mais après, on sait très bien que l'axe Conakry-Abidjan marche du tonnerre, ça pète du feu. C'est un soutien inconditionnel du palais de Conakry aujourd'hui. Et d'ailleurs, si des sanctions de la CEDEAO n'ont pas été prises de manière drastique contre la Guinée, la Côte d'Ivoire était quand même partisane de, comme on appelle ça, de discussion avec Conakry et ainsi de suite. Aujourd'hui, je pense que la première chose qu'avait réussi Doumbouya, et ça c'était la bêtise un peu de la CEDEAO, c'est d'établir un pont avec Bamako de Goïta. Oui. Goïta cherchait une porte de sortie pour briser un peu l'embargo qui pesait sur son pays. Conakry, c'est l'allié naturel. J'ai envie de dire que c'est l'allié consanguin. C'est le même peuple du Mali. La Guinée a dit, nous ne pouvons pas nous plier à la décision de la CEDEAO. Je me demande même si Alpha Condé était au pouvoir, même lui, s'il aurait pu suivre les yeux fermés jusqu'à un certain niveau la CEDEAO là-dessus. Parce qu'on connaît les aspirations de nos peuples dans ces deux pays-là. Oui. Aujourd'hui, certes, l'axe Conakry-Abidjan existe, mais on se rend compte que ceux qui inspirent Conakry, de par la méthode d'exercer le pouvoir, c'est Erdogan, c'est Kagame. Les visites entre plusieurs proches du palais Mohamed V, j'aimerais bien avoir un palais qu'on appellerait simplement un palais présidentiel, j'aimerais bien, mais du palais Mohamed V, beaucoup de ces très proches, si vous voulez, assurent régulièrement la navette Conakry-Kigali. Et quand j'ai vu, comme on appelle cela, l'invitation de M. Paul Kagame à Conakry, la vitesse avec laquelle il est arrivé, et d'ailleurs tout ce qui s'était passé autour, on peut comprendre que M. Doumbouya était à la recherche d'une inspiration et de direction, de modèle aussi à copier. Il y a longtemps qu'il s'est éloigné du modèle sankariste qu'il nous avait présenté au départ. Oui. D'ailleurs, son élévation, pour moi, au grade justement de général des corps d'armée, en est une illustration parfaite. Vous savez que Sankara, c'était quelqu'un qui était très très distant à la fois de l'argent, de la corruption et des ors du pouvoir. C'était pas vraiment son truc cela. Mais aujourd'hui, on va vers des grands titres. Aujourd'hui, il faut voir l'apparat justement de nos gouvernants sous M. Doumbouya. Vous vous rendez compte quand même que vous vous rendez compte tout de suite que aujourd'hui, ce qu'il prépare véritablement... Si tu permets, Mohamed Mara, on va y revenir. On va revenir sur cette actualité dans la deuxième partie de notre émission, Les Grandes Gueules. Pour l'heure, nous observons notre premier écran publicitaire. Et merci de nous rejoindre si c'est maintenant que vous le faites sur Espace TV. Et sur Espace TV, merci de votre fidélité. Merci de nous écouter à Mamou, la ville Carrefour. Vous nous écoutez sur Radio Espace Mamou, mais aussi en région forestière. Vous nous écoutez sur Radio Espace Forêt et dans le Nabaya. Vous nous écoutez sur Radio Espace Kankan sur la 99.7 et dans le Kakandé. Et vous nous écoutez également sur Radio Espace Kakandé dans le Kania, la capitale des agrumes. Vous nous écoutez sur Radio Espace Kania dans les contreforts du Fouta Jalon. Vous nous écoutez sur Radio Espace Fouta. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous malgré les turbulences. On le disait tantôt. On revient encore quelques minutes sur cette actualité. Jacques Léo-Aleno. À quoi peut-on s'attendre? Parce qu'on le disait tantôt, beaucoup d'accords signés, beaucoup de voyages entre les deux États. Mais concrètement, à ton avis, à quoi peut-on s'attendre en contrepartie? Qu'est-ce que la Guinée peut gagner
d'une telle coopération entre la Guinée et le Rwanda? Il y a déjà des interrogations de Mohamed Ali que je trouve légitimes parce que depuis 2016, il y a des accords qui ont été signés mais qui n'ont pas eu leur impact. Même la question environnementale qu'on était en train d'évoquer tout à l'heure, elle n'a pas encore connu de mise en œuvre concrètement, en tout cas du côté de Conakry, parce qu'on s'attendait à ce que par exemple la technologie employée sur place puisse être envoyée, implémentée ici à Conakry. Parce que c'est vrai, on parle d'éducation, les citoyens sont sensibilisés suffisamment, mais ils ont aussi la possibilité de traiter les déchets. Nous, notre problème ici, notre problème est multiple. Hein. Non seulement on a un sérieux problème de conscience de la part des citoyens. Mais même si on avait aujourd'hui la conscience de regrouper nos déchets dans les poubelles, de les ramasser, on va toujours les mettre à Dar es Salaam. Et Dar es Salaam n'est plus approprié pour garder nos déchets. Il va falloir trouver une stratégie. C'est une zone d'habitation. Voilà, c'est une zone d'habitation. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé la politique de transformation de ces déchets-là en quelque chose, automatiquement, de toutes les façons, nous aurons le même problème. Il y avait, je ne sais pas si c'est après cette visite ou avant, il y avait le projet de construction d'une usine de transformation des déchets du côté de Cap-Vert. Ce projet-là n'a pas prospéré. Est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à ce que Doumbouya relance un tel projet? Je crois que c'est Mohamed Saïd Fofana qui avait posé la première pierre. Alors là, ça veut dire que c'est bien avant. Donc, c'est Mohamed Saïd Fofana. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à relancer un tel projet? C'est une question qui reste posée. Maintenant, pour revenir sur le plan politique, parce que il y a tout un débat autour, hein, et ce ne sont que des interrogations pour l'instant, puisque moi je suis bien d'accord avec toi quand tu dis pour l'instant, il nous a dit qu'il s'en ira au terme de la transition et qu'il ne se présentera pas. Et moi je reste... je m'en remets à ça. Je m'en remets à ça, je reste collé à ça. J'ai dit tout simplement, si on essaye de questionner la gouvernance au Rwanda ou la politique utilisée par Paul Kagame, c'est quelqu'un qui est venu avec une rébellion pour mettre un terme à une pratique que génocide. Tout le monde avait jugé, si vous voulez, anormal, parce que c'était un génocide. Et puis au sortir de là, de 1994 jusqu'en 2000, c'était la transition. Il était vice-président. Donc, c'est après cette transition, ça s'est même pas bien terminé parce que il va évincer le président qui était là. Officiellement, on va dire qu'il a démissionné, mais les contextes sont tellement différents. On a compris que celui qui avait l'essentiel du pouvoir, c'est bien le vice-président qu'il était, Paul Kagame. Et finalement, il arrive, on organise des élections, il ne fait que se représenter, et là, il est là jusqu'en 2030. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut mentionner. Maintenant, dans la pratique, comment il le fait? On sait qu'il n'y a pas d'opposition. Ils appellent ça là-bas la démocratie du consensus. On va aux élections avec des gens qu'on va appeler opposants, mais après les élections, tout le monde se retrouve ensemble. En fait, des marionnettes. Oui, tout le monde... Oui. Non, en tout cas, tous ceux qui n'ont... avec des marionnettes. Ils sont préparés dans la tête. Exactement, en fait. Parce que les vrais opposants se trouvent au Congo, en France, et partout dans le monde, sauf au Rwanda. Les vrais opposants à Kagame. Et ça, Roubi le sait. Non, mais il ne veut pas dire ça. J'ai dit, tu m'indexes. Ça a été un choix. On peut dire que c'est un choix. On peut dire que... Permettez que Jacques aille au bout de ses idées, s'il vous plaît. Les grandes gueules. C'est un choix pour eux de partir. Jacques, termine. Je peux terminer. Voilà, j'ai dit ça. La démocratie du consensus, ça a été un choix. D'abord de Paul Kagame. Je crois qu'il en avait besoin. Et les Rwandais même en avaient besoin. Parce que... après ce qu'ils ont vécu dans la guerre. Les conflits politiques pouvaient toujours les amener à ce stade-là. Disons les choses concrètement. Il est Tutsi, donc de l'ethnie minoritaire, qui a été victime du génocide. Et ceux qui sont majoritaires, ce sont des Hutus. Ils vivent encore, ils sont très puissants. Donc si ce n'était pas cette démocratie du consensus, il faut bien être d'accord avec eux qu'on ne pouvait pas accepter un Paul Kagame à la tête du Rwanda. Parce qu'on va à des élections mais Jacques, libres. Quel consensus? Non, j'ai dit que ça a été... On peut
Ça a été maquillé ainsi. De l'extérieur, on va dire que ça a été... De l'extérieur, ils appellent ça comme ça. Voilà. Ils appellent ça comme ça. Voilà. Donc de l'extérieur, nous pouvons dire parce que on a entendu, on a vu beaucoup d'opposants qui vivaient en Afrique du Sud, d'autres en Europe, exil, oui. donc qui étaient obligés de partir. Ceux qui ont accepté cette démocratie dite de consensus sont restés, ils participent aux élections et après les élections, ils reviennent, ils gouvernent avec lui. C'est comme ça ils font ça depuis qu'il est là. Ils vivent comme ça, en quelque sorte. Ils vivent de cette situation. Maintenant, on peut se poser plusieurs questions. Sauf que c'est son programme de société et sa vision du Rwanda qui est appliquée. Oui, maintenant, Mohamed Ali, on peut dire c'est que... le prophète, quoi. On peut peut-être dire que la démocratie telle que nous aimerions qu'elle soit appliquée dans nos pays, peut-être que c'est pas ce qui est là-bas. Mais la question, est-ce que ça répond aux besoins des Rwandais? Exactement. C'est ça la question. Est-ce que ça répond aux besoins des Rwandais aujourd'hui? Est-ce que ça leur permet d'avoir de la sécurité? Est-ce que ça leur permet d'avoir du développement? Est-ce que ça leur permet d'avoir aujourd'hui un pays que tout le monde voudrait visiter? Ça, c'est une autre... Ça, c'est aux Rwandais de répondre à cette question. Quand même toi, tu aimerais visiter Kigali un jour. Moi, j'aimerais visiter tous les pays du monde entier. Même le Cambodge, j'aimerais aller visiter. Donc, je ne suis pas partie prenante de ce côté. Ce que je suis en train de dire, c'est que même ça, il n'y a pas... Non, je mets juste une parenthèse pour dire qu'il y a même des Rwandais dans le Rwanda là-bas, mais qui n'osent pas parler, qui ne sont pas d'accord du tout avec cette politique. Oui. Mais je suis d'accord. Exactement. Je suis d'accord. Donc ça, c'est musulman. C'est comme le consensus qu'on a trouvé entre le CNRD et les partis politiques qui sont au dialogue en ce moment. Écoute, Mohamed Ali, c'est ce genre de consensus. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Voilà, mais c'est pas seulement le Rwanda qui est dans cette situation. L'Égypte, c'est la même chose. Le monsieur, il est venu par coup d'État, il est resté, il s'est imposé, mais... Personne ne peut lui dire quelque chose. Vous ne pouvez pas dire que tous les Égyptiens sont d'accord avec ça. Il y a beaucoup qui sont contre, mais ils sont en train de vivre avec. Je ne dis pas que c'est un modèle à copier. Je ne crois même pas pour l'instant que c'est sur cette voie-là que Doumbouya veut s'inscrire. Parce que vraiment, les réalités rwandaises ne sont pas les mêmes avec les réalités de la Guinée. Oui, c'est carrément différent. Allez-y, je suis parfaitement... d'avis avec Jacques, et son analyse est très bien, elle est très bien dite, parce que le Rwanda, au sortir du génocide, il a fallu quand même 5-6 ans, plus de 5-6 ans pour stabiliser ce pays. Vous avez au Rwanda aujourd'hui, ils sont arrivés à un niveau où un Tutsi et un Hutu qui se sont fait du mal hier, et d'ailleurs le savent. Toi, tu sais que c'est toi qui as tué mon oncle, qui a tué ma mère, mais au nom au nom de l'unité nationale, au nom du pardon, ils se sont pardonnés. Ils se sont parlé, ils se sont pardonnés. On a fait vérité, justice, réconciliation. Et donc, je veux dire que, extrait ces périodes où il fallait stabiliser le pays, extrait de ça, du mandat de Paul Kagame, moi je pense que sa véritable présidence commence pas très longtemps, à mon avis, un président normal, parce qu'il est venu quand même prendre un pays qui était, disons, tout le monde le savait dans quel état ce pays-là il sortait. Encore une fois, comme la présidence a commencé quand il a évincé l'autre. Non, pas fondamentalement. Oui, quand il a évincé l'autre. Quand il a évincé l'autre. Après, je parle du processus de travail de réconciliation. Ça fait 24 ans. Quand il a évincé l'autre, le pays n'était pas encore stable. Il a participé à la stabilisation du pays avec tout le peuple. C'était lui à la tête. Oui, mais d'accord, je veux dire une présidence normale, c'est-à-dire une présidence au cours de laquelle vous n'avez pas autre chose à faire en termes de développement que vouloir soigner les plaies d'un pays qui a été longtemps blessé. Je parle de ça. C'est pour ça que j'ai dit que les contextes sont différents. On est en train de me citer des pays, on est en train de faire l'amalgame entre démocratie et développement. Oui, comme on donne un seul exemple d'un pays africain où il y a démocratie, développement et alternance en même temps. Ça n'existe pas où les chefs de l'État... Non. La Côte d'Ivoire. Non, pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, franchement, tu peux me laisser parler. Laisse-moi parler. On n'a pas fait troisième mandat. Ce n'est pas une histoire de troisième mandat. Il parle de démocratie, développement et alternance. C'est pas la démocratie. Alternance, c'est quand Baboki, Ouattara arrive. Mohamed Ali, ça c'est l'alternance, madame. Mohamed Ali, comme ça là. C'est ce que je suis en train de dire. Et l'alternance... C'est quoi la démocratie?
La démocratie, la Côte d'Ivoire, c'est la démocratie. C'est pas forcément la démocratie. Non. Ça, c'est autre chose. C'est quoi la démocratie? La démocratie, à la base, c'est la séparation des trois pouvoirs. Oh, Seigneur. Cette façon, la démocratie, c'est la séparation des trois pouvoirs, madame. C'est ça la démocratie qu'on appelle pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple. L'alternance, si je peux vous dire que ce n'est pas forcément la démocratie. Excusez-moi parce que vous m'avez posé la question. Alassane Ouattara a fait un troisième mandat, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous éclairer. Le troisième mandat n'est pas antidémocratique. Madame, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Angela Merkel a fait combien de mandats? Non, laisse tomber, c'est pas la même chose. Ah, là vous dites que c'est pas la même chose. Non, le troisième mandat qui provoque des scissions, qui provoque des morts. La succession après 2 mandats n'est pas gage d'une démocratie. Ce que je suis en train de vous dire, la plupart des pays européens, ce sont des monarchies. Prenez le Portugal, l'Espagne et les autres pays là. C'est un monarque qui se trouve là, après il y a des PM qui dirigent par après. Au texte de leur pays. Dans vos pays. Oui. Par rapport au texte de leur pays, Angela Merkel a fait 16 ans. Mais cela respectait le texte de son pays. Alors dans ce cas, vous ne pouvez pas en vouloir. Alors dans ce cas, vous ne pouvez pas en vouloir à Paul Kagame. Parce que c'est le texte de son pays qui lui permet de faire 24 ans encore. Mais tu es en train de te faire la chicotte toi-même. C'est toi. C'est à toi que je suis en train de faire la chicotte parce que tu comprends pas ce que je suis en train de dire en fait. Tu viens de dire le contraire le matin. C'est toi qui te fais la chicotte. Tu viens de dire le contraire le matin, mais tu es incroyable. Réveille-toi. Je suis en train de parler à madame. Tu as dit que la Côte d'Ivoire est un modèle. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. La Côte d'Ivoire, c'est une démocratie. Il a posé la question à savoir de lui donner un seul pays africain où il y a la démocratie, il y a l'alternance, il y a le développement, etc. Et tu as cité la Côte d'Ivoire. Mais j'ai cité la Côte d'Ivoire. Vous m'avez dit pourquoi la Côte d'Ivoire? Parce qu'Alassane Ouattara il a fait un troisième mandat. Normalement pour 2 mandats. Oui. C'est ce que disait sa constitution après. Oui, mais on dit la même chose. C'est ce qu'Alpha Condé a fait chez nous. Il a modifié la constitution. Si vous n'acceptez pas de comprendre, je vous laisse parler, après je peux parler. Si vous finissez. Parce qu'en fait, on est en train de dire la même chose. On échange dans ce studio. Alors, parce qu'on ne veut pas te laisser te noyer là. Laissez-moi me noyer, madame. Tu fais de l'autoflagellation. Laissez-moi le faire. J'adore le fouet sur mon corps quand c'est moi qui tiens le bout, pas quand c'est vous qui tenez le bout. Donc je suis en train de dire que pour moi l'alternance n'est pas gage d'une démocratie. Ce qui caractérise la démocratie, pour moi, ce que je sais, c'est la séparation des 3 pouvoirs. Il ne faudrait pas que l'exécutif, le législatif et le judiciaire soient détenus dans les mains d'une seule personne. C'est ça la base de la démocratie. Et c'est ce qui constitue l'ensemble des pays démocratiques. C'est ça en Côte d'Ivoire? L'alternance, écoutez, c'est ça en Côte d'Ivoire? Je vais finir. Oui, c'est ça en Côte d'Ivoire. Il y a un pouvoir judiciaire. Je ne sais pas si Ouattara, il est en même temps le président de l'Assemblée nationale et le pouvoir et le président du pouvoir judiciaire. Mais Kagame, il a aussi il y a un président de l'Assemblée. Alors vous m'écoutez ou vous voulez perturber? Parce que je suis toujours sur la ramène à la raison. Il n'y a pas de raison parce que je crois ce que je suis en train de dire. Vous ne voulez pas l'accepter, même en Corée du Nord, il y a un président du Parlement. Mais je vous dis que, effectivement, pour moi, l'alternance, la succession des acteurs politiques à la tête, ou plutôt, oui, à la tête du pouvoir exécutif n'est pas gage d'une démocratie. Mais ça respecte les lois de la République, c'est ça la démocratie. Les lois, ce sont le peuple qui décide. Si vous êtes dans cette logique, c'est pourquoi j'ai dit, si vous êtes dans cette logique, vous ne pouvez pas en vouloir à Kagame, parce que ce sont les lois de son pays qui lui permettent de faire toutes ces années qu'il a fait et de rester là jusqu'en 2030. C'est vous qui ne pouvez pas l'en vouloir. Maintenant, moi, je suis en train de dire, c'est que pour moi, l'alternance, encore une fois, n'est pas gage de démocratie. Je dis que les pays européens, la plupart des pays européens ont des monarques après des premiers ministres qui échangent en fonction de la supériorité de leur parti. Des premiers ministres qui viennent par élection. Ils ne sont pas nommés. Mais qui font 2 mandats, qui peuvent faire 3 mandats tant qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, ils continuent à diriger. C'est leur texte qu'il a dit. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, ce qui se passe au Rwanda, c'est aux Rwandais d'en juger, c'est ce que j'ai dit. Et ce qui se passe en Guinée, c'est aux Guinéens d'en juger. Je ne souhaite pas qu'on arrive à un niveau, qu'on vienne de là où les Rwandais sont venus. Et je ne souhaite pas qu'on vienne de là où les Ivoiriens, ils sont venus. Et pour moi, oui, pour le moment, il existe des pays où il y a de l'alternance, mais il y a aussi du développement. C'est ça mon avis. Et en Guinée, ce qu'on veut justement, c'est ce qu'on transcrit dans une constitution qu'on accepte d'adopter et qu'on applique. Je ne dis pas autre chose tout simplement. Mohamed Ali. Allez-y, Roby. Madame Hiro, je pense que si nous prenons... atypique. Oui, enfin, je veux pouvoir analyser tranquillement et sereinement. Je pense que si nous prenons la définition étymologique du mot alternance, ça veut tout simplement dire changement. Oui. Et le changement ne veut pas fondamentalement dire que c'est circonscrit à des années carrées pour tout le monde. Chaque pays a ses principes. Aux États-Unis, c'est 4 ans. 4 ans renouvelables 2 fois.
C'est ça qu'on appelle alternance. Une fois, pardon. C'est ça qu'on appelle alternance chez eux. En Allemagne, Angela Merkel a fait son alternance selon la prescription dans les lois constitution allemande. Donc c'est propre à tous les pays. Et il y a un président. Et il y a un président. Et c'est propre à tous les pays. Ce que moi je voudrais dire, c'est que lorsque les chefs d'État viennent, par exemple, imaginez qu'aux États-Unis, qu'on essaye de changer la Constitution en disant désormais il faut... Que Joe Biden dise qu'à la fin de son deuxième mandat... D'abord, il faut 7 ans et après, je le renouvelle 4 fois ou infiniment. C'est ça qu'on appelle antidémocratique désormais. Oui. C'est ça qu'on appelle antidémocratique. Mais... Changer les lois en sa faveur. Et qu'on me cite un seul pays africain qui ne l'a pas fait. C'est pour ça que je dis qu'on me cite un seul pays africain où les 3 modèles... Attends, Mohamed Ali, tu as... Bon, Madame Hiro, je voulais... Non mais vas-y en fait, Mohamed Ali, allez. Je pense qu'on rigole pas. Je pense qu'on rigole. Il a parlé de J'ai pas le droit de... du Burundi, c'est pas sérieux là. C'est pas pour rigoler ici. Allez. Vas-y, Franchement, c'est pas pour rigoler. de parler du Zimbabwe, c'est pas mieux. Pour rigoler qu'on vient s'asseoir à 9h du matin ici. Oui, vas-y. Faut pas non plus désacraliser l'émission. Moi, ce que je veux dire, c'est quoi? Comme cite un seul pays africain où tous les 3 modèles marchent en même temps. On m'aurait cité le Sénégal en dernier ressort. Ça ne marche pas au Ghana? Non. Le Ghana est critiqué. Le Ghana est critiqué, le modèle politique et économique ghanéen aujourd'hui. Sur le plan économique. Oui, mais justement. Oui, d'accord. Mais de toutes les façons, l'un dans l'autre, c'est cela. Lorsqu'un pays fonctionne normalement avec toutes ses institutions... En fait, il parlait de 2 choses qui marchent. Qui marchent, les 3 en même temps. Ça ne marche dans aucun pays aujourd'hui. Le Sénégal et le Bénin... Non, peut-être le Botswana quand même. Quel Botswana, et puis le Cap-Vert se débrouille aussi. C'est presque les royautés là-bas. Tu peux pas... L'Afrique du Sud, même si c'est un même parti, mais... Non. Il y a l'alternance. On a vu comment ça se passe. Il n'y a pas d'alternance quand même. On a vu comment... Voilà, exactement. C'est le même parti. Parce que même le Botswana, c'est le même parti. C'est le même parti, donc je ne parle pas d'alternance à ce niveau-là. Donc, oui, mais les hommes changent en fait. Les hommes changent, mais du même sérail. Du même sérail. Donc aujourd'hui, moi je pense que si nous partons de cette analyse, il faudrait faire très attention. La démocratie en Afrique a reculé sur tous les plans et dans tous les pays. Par contre, si ça peut participer au développement économique, au moins que le Rwanda soit un pays où on me dise oui mais le président il est là depuis une vingtaine d'années et il devient un dictateur, mais bon, un dictateur progressiste je le préfère qu'un dictateur négatif. On a vu le cas c'est quoi un dictateur progressiste? Un dictateur progressiste, c'est justement Paul Kagame. C'est un dictateur progressiste parce que quand vous citez les pays africains, en termes de développement d'indices humains... Les autres voix ne comptent pas, mais... Oui, mais attends, en termes de développement, en termes de développement d'indices humains, en termes de développement économique, et même en termes de développement dans d'autres secteurs, sauf politique, vous citez le Rwanda. Aucun pays africain au monde entier, dans les grandes conférences, etc., en termes de réussite, ne peut être cité sans que le Rwanda ne soit dans la liste. Mais parce qu'il n'est pas aussi en avant. Vous avez d'abord les Seychelles, vous avez l'île Maurice, qui sont un peu en avant, et même le Botswana, qui font des efforts, l'Égypte. Et même la Libye, dans l'indice du développement humain, dépasse les pays qui ne sont pas en guerre. Mais sauf que tu ne peux pas sortir toute cette litanie de listes sans que le Rwanda... Oui, évidemment, là je suis d'accord avec toi. Voilà, donc chaque pays a sa... Tu t'inspires? Moi, beaucoup. Le Rwanda m'inspire beaucoup. Et si tu devais conseiller le colonel, le général? Si je devais conseiller le général, c'est de plutôt s'accrocher au modèle économique rwandais et le transposer chez nous. Le modèle économique rwandais est un modèle très fort. L'éducation, il est excellent. Pour une année? Non, mais pas forcément pour une année, Madame Hiro. Il lui reste une année à la tête de la transition. Je veux dire encore une fois que le travail n'est jamais fini à la finitude, comme on dit. Vous commencez pour que d'autres puissent venir l'achever. Vous comprenez? Vous commencez pour que d'autres viennent l'achever. Donc, à un moment donné, je pense qu'il n'est pas là aussi, qu'il n'est pas allé faire de la villégiature. Il est quand même allé regarder un peu le modèle, tous les modèles qui existent. Tu penses qu'il pourrait être tenté de faire comme Kagame? Je ne suis pas dans sa tête. Tu penses? Ça, je ne peux pas le dire. Tu as intérêt. Allez-y, Daouda Mohamed. Non, et ce qu'il dit, au dernier pan de son intervention, je suis bien d'accord. Oui. Et si on va s'inspirer et baliser un peu le chemin comme
la suite de ce qu'Alpha Condé a amorcé. Celui qui viendra après le retour à l'ordre constitutionnel également verra bien dedans qu'est-ce qu'il faut pérenniser. Comme le font les Sénégalais. Voilà, qu'est-ce qu'il faut pérenniser, qu'est-ce qu'il faut abandonner. Wade a achevé les projets. Macky Sall a achevé la plupart des projets de Wade. Wade est venu prendre les projets de Diouf, exactement. Moi, fondamentalement, c'est bien mon combat, ou en tout cas mon appel, c'est l'adaptation ou d'ailleurs l'adhésion du peuple aux initiatives. Aujourd'hui, on va aller prendre le modèle rwandais. On va aller prendre le modèle aux Seychelles, on va prendre le modèle au Botswana, entre autres. Mais si ça ne... C'est un peu comme de l'aliment. Si ça ne passe pas la gorge, ça veut dire que ça ne servira à rien. Et aujourd'hui, nous avons un peuple. Je le disais tout à l'heure, et je prenais l'exemple sur les bacs à ordures qui sont installés, mais on préfère verser à même le sol au lieu de mettre dans les bacs à ordures. On préfère traverser la chaussée au lieu d'emprunter les passerelles. Vous voyez les efforts de désenclavement aujourd'hui dans les différents quartiers. Je prends principalement sur le cas de Conakry. Les efforts de désenclavement. On a des voiries qui sont en train aujourd'hui d'être construites. Mais est-ce que vous pensez que ces voiries sont en train de servir à ce pourquoi elles sont en train d'être faites? Non. Les voiries qu'on a, c'est pour désengorger les grandes artères, pour permettre aux gens d'arriver dans leur quartier, et cela paisiblement avec la plus grande rapidité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a des voiries, on réclame des voiries, on vient, on nous fait des voiries, mais on transforme des voiries en garage, en parking, en terrain de football, en terrain de football, en lieu de choses, comment je vais dire ça, de lessive. Les gens quittent carrément leur maison, leur cour, pour venir laver les bols, laver les habits sur les voiries qui sont faites pour la circulation. Quand vous rentrez dans le quartier, on ne fait le mariage nulle part que sur ces mêmes voiries. Vous prenez la route, vous arrivez à un niveau, vous trouvez que les gars ont installé les chaises, ils ont installé les tentes, et puis voilà, vous êtes obligé de rebrousser chemin pour aller prendre une autre voirie et aller encore être confronté au même problème. Nos dirigeants vont aller chercher par-ci et par-là des modèles, ainsi de suite. Tant que nous-mêmes, nous ne nous engageons pas là à aller dans la dynamique de changement, ça ne peut pas changer. Aujourd'hui, on est en train d'avoir progressivement le minimum d'infrastructures, mais ces infrastructures ne servent à rien. Ne servent à rien parce qu'on n'a pas voulu qu'elles servent à quelque chose. On en a transformé en ce que nous voulons. Et c'est pourquoi, c'est en cela d'ailleurs, quand vous parlez de sanctions, puisque vous souhaitez que tout passe par les sanctions, puisqu'on refuse de comprendre, il faut bien aujourd'hui que nos chefs de quartier, nos chefs de secteur, nos maires des communes acceptent de faire le travail qui est le leur. Justement. De faire le travail qui est le leur. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que quand une voirie passe devant leur cour, ils ont le droit de vie et de mort sur cette voirie. Alors que ce n'est pas le cas. Quand ça passe chez vous, ce n'est pas pour vous, c'est une voie publique. Mais on en fait ce qu'on veut. Bien. On va aller chercher le modèle je ne sais où, tant que nos mentalités ne se mettent pas en branle pour suivre la dynamique, ça ne donnera absolument rien. Il faut les mettre en branle. Merci Daouda Mohamed Camara. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur cette actualité. L'émission se poursuit dans un instant.